Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse d'articles que vous avez préférés d'Eric Cosmos, avec au menu cette semaine les drones tactiques qui se démocratisent également chez les terroristes et chez les trafiquants, la propulsion à hydrogène qui avance enfin, la Russie qui dévoile son nouveau chasseur Sukhoi 75, le nouveau Cessna citation longitude qui a le droit de voler en Europe, et on commence avec un accident pour un Mirage 2000D au Mali, avec l'intervention des commandos qui a été nécessaire pour exfiltrer les pilotes qui s'étaient éjectés. Le Mirage était en mission au profit d'un groupement tactique de désert qu'on appelle le GTD. Il a rencontré une défaillance technique à proximité de la frontière burkinabèse. L'avion a été orienté vers une zone qui était inhabitée pour évidemment ne pas faire de dégâts au sol une fois que l'avion se cracherait. Et les deux pilotes ont pu s'éjecter, ils sont indemnes. Néanmoins, on est dans une zone qui est ultra tendue, donc ils étaient une cible prioritaire pour les éventuels terroristes qui étaient autour. Et il a fallu envoyer les commandos ultra armés pour les sortir de cette situation. Très concrètement, c'est le sous-groupement de commando de montagne, le SGCM, spécialisé dans les opérations aéromobiles qui a été utilisé, avec 2 NH-90 Caïman du GTDA et 2 hélicoptères Tigre qui étaient en soutien sur la totalité de l'opération. Il y a plusieurs groupements tactiques désert qui sont déployés en collaboration avec les forces armées locales du G5 Sahel, dans le cadre de l'opération Barkhane, qui vise à neutraliser les groupes armés terroristes qui opèrent dans la région. En juin dernier, le GTDA avait soutenu la force Takuba, qui est la force spéciale européenne, dans son opération Solstice, qui avait pour but de déloger les terroristes qui étaient dans la zone des 3 frontières Burkina, Mali, Niger. Et donc ces groupes terroristes qui sont en recul sur le plan militaire et territorial auraient certainement essayé d'avoir une capacité d'attraper ces pilotes pour faire un coup d'éclat, quelque chose qui soit visible médiatiquement en tout cas. Le Mirage 2000D qui s'est crashé est un appareil de la 3e escadre de chasse de Nancy, qui est déployé sur la base aéronautique de Niamey au Niger. Et il s'agit du 3e crash pour un avion de chasse de l'opération Barkhane depuis le début de l'opération. On passe en Russie, toujours dans les avions de chasse, avec le Sukhoi 75, le nouvel appareil russe. On vous en avait parlé, on avait évoqué cette possibilité de faire un avion plus simple, plus facile à utiliser, moins cher, plus petit. C'est maintenant officiel, il a été présenté à MAX 2021, un show à l'américaine en anglais. On voit la maquette d'un nouvel avion furtif de 5e génération. Il y a des aides financières de l'État russe, donc c'est pas un développement sur fonds propres de la part de Sukhoi. Et de nombreuses spécifications ont été avancées, donc on est sur un chasseur monomoteur, léger, polyvalent. Il doit voler à Mach 2, il a un rayon d'action de 2800 km, avec une capacité d'emport de 7400 kg. Il coûterait seulement 30 millions de dollars, c'est-à-dire en gros, l'objectif, c'est de faire 7 fois moins cher que le F-35. On se doute bien qu'à l'export, ça a quand même une valeur également. Mais non seulement à l'achat, mais également en exploitation. Ils veulent faire des appareils qui, contrairement aux avions russes jusqu'à maintenant, vont être faciles à maintenir et coûteraient beaucoup moins cher. Au niveau des équipements, il y en a beaucoup qui sont dérivés du Sukhoi 57. Le moteur à poussée vectorielle AL-41F1. Le canon 9-1, en plus qui a un carénage pour se cacher. Le missile RR-K77 et le R-37M. Et surtout le missile hypersonique Air Surface X-47 qu'on connaît mieux sous le nom de Kinjal. Il y a également les bombes KAB 250 LG, les paniers de roquettes S8 et S13. Il y a la suite de guerre électronique Himalaya, dont l'objectif est aussi de pouvoir brouiller les communications des avions occidentaux. Là, très clairement, contre les concepts de cloud de combat, où les appareils communiquent entre le F-35, le NGAD, tous ces avions très intelligents qui doivent quand même communiquer entre eux avec tous les capteurs et tous les récepteurs et tous les effecteurs. Il y a les caméras infrarouges du Sukhoi 57. Il a également la capacité d'engager jusqu'à 6 cibles. C'est moins évidemment que ce qu'on a sur le radar Bielka du Sukhoi 57, puisqu'il avait lui, de son côté, 5 antennes, 3 bandes X dans son nez, et également 2 bandes L sur ses bords d'attaque. Il y a également des systèmes d'intelligence artificielle pour la maintenance prédictive, aussi pour assister le pilote dans les situations les plus compliquées. C'est exactement ce qu'on est en train de développer sur le Rafale, qui sera disponible sur le standard F4. Et c'est une architecture ouverte, c'est-à-dire évolutive. Son objectif, c'est évidemment d'avoir un appareil qui puisse évoluer dans le temps, qui soit moins fixe, comme on pouvait l'avoir jusqu'à maintenant sur les avions de génération précédente. Il y a juste une évolution qui est étonnante, c'est cette grosse entrée d'air unique en dessous du fuselage. C'est un aspirateur, on a l'impression que c'est un avion qui sera relativement bas sur pattes, donc ça veut dire qu'on aspire énormément de choses qui sont potentiellement sur la piste. Ça veut dire que c'est le premier avion russe et soviétique qui n'est pas capable d'opérer depuis un terrain sommaire, alors que c'était une de leurs grandes forces. Donc peut-être une évolution de ce côté-là. D'ailleurs, c'est une des faiblesses de l'Eurofighter, qui est également très bas, avec des très grosses entrées d'air qui sont en dessous, par exemple par rapport au Rafale ou à d'autres avions, le Jaguar et tant d'autres, qui sont avec des entrées d'air qui sont beaucoup plus hauts. En termes de prévision, il y a 300 appareils qui devraient être livrés sur 15 ans. Ça va très vite en termes de développement. Les essais en soufflerie commenceraient dès 2023. Le premier prototype serait assemblé entre 2025 et 2026, avec le début des essais en vol également en 2026. Au niveau des exportations, évidemment, ils ont évoqué l'Inde. Maintenant, l'Inde, elle a également un chasseur développé localement qui s'appelle le Tejas, qui est polyvalent, donc un petit peu quand même de la concurrence interne, c'est peu évident qu'ils puissent le vendre.
notamment parce qu'un pays qui a besoin de faire la guerre au-dessus de l'Himalaya, ils vont pas acheter un avion monomoteur, ce serait quand même relativement étonnant. Après, il y a quand même le remplacement de tous les Sukhoi 22, et là on en a en Syrie, en Iran, et puis encore une fois, peut-être, pourquoi pas, la Turquie qui pourrait vouloir acheter cet avion-là, maintenant qu'elle a commencé à acheter du S-400, peut-être qu'elle pourrait s'orienter vers la Russie. Elle est coincée, elle peut pas acheter de F-35, le développement d'un avion national est beaucoup trop lent, beaucoup trop incertain, et ne fonctionne pas aussi bien que prévu. Donc aujourd'hui, clairement, la Turquie étant dépassée par ses voisins, l'Égypte et la Grèce, ils ont une obligation d'acheter à l'étranger, peut-être que ce serait l'occasion d'acheter des avions russes. On passe dans le civil et dans la recherche, plus particulièrement avec l'ONERA. L'ONERA, c'est le Centre français de recherche fondamentale dans le domaine de l'aérospatial. Il a 75 ans et il avait 3 objectifs. Le premier, c'est d'innover au service de l'aérospatial civil et de défense. Et il a participé à tous les programmes majeurs, civils, militaires, les fusées, les missiles, les satellites, les drones, avec notamment le plus grand parc de souffleries qu'on puisse avoir en Europe qui est disponible, des souffleries givrantes, il y en a plein de toutes les vitesses. C'est vraiment du matériel absolument incroyable. Le financement de l'ONERA, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est 240 millions d'euros qui sont répartis pour moitié avec des subventions pour le développement de systèmes très amont qui vont sortir dans 10-15 ans, et l'autre moitié, ce sont des contrats avec des clients qui peuvent être publics ou privés, simplement parce que la Terre entière vient en France faire des tests. Et là, on est vraiment sur des commandes qui sont d'un niveau record, avec plus de 76 millions d'euros de commandes passées sur le premier semestre, avec notamment un tiers pour la DGA, un tiers pour la DGAC, et le reste plus haut qui vont être des clients privés. Alors jusqu'à maintenant, l'ONERA et la France dominent très clairement l'aéronautique européenne civile et de défense, mais dans les prochaines années, il y a quand même des grosses tensions, notamment parce que le DLR, qui est l'équivalent de l'ONERA allemand, a des budgets qui augmentent très fortement. Ils ont augmenté de 30% en 5 ans, alors que le budget de l'ONERA est quand même relativement stable. Et surtout, il y a une crainte que les Allemands arrivent mieux à se positionner sur le développement du SCAF. Et là, je vais vous lire un extrait d'un rapport du Sénat qui nous dit « Si la participation de l'ONERA au SCAF n'était pas suffisante, sa perte définitive de savoir-faire constituerait un risque majeur. La durée d'aboutissement de ce projet, de plus de 20 ans, conjuguée à sa rareté, rendrait irréversible cette perte de compétences et d'autonomie de la France dans de nombreux domaines, notamment l'aérodynamique, la propulsion, la furtivité, etc. Donc, il faut y aller, il faut continuer, il faut qu'on reste leader dans ce domaine-là et qu'on se fasse pas avoir par les Allemands. On reste dans le civil avec le propulsion à hydrogène qui avance en Suède avec 2 grands projets très amont, mais notamment, encore une fois, pour le développement d'une aviation qui va être décarbonée, parce que l'utilisation de l'hydrogène permet d'avoir des avions qui n'émettent que de l'eau, que de la vapeur d'eau. Évidemment, il faut produire cet hydrogène d'une manière efficace, mais en tout cas, on est vraiment sur une voie majeure de décarbonation de l'aviation. Pour faire simple, vous avez 2 catégories d'utilisation de l'hydrogène dans l'aviation. Soit on utilise directement l'hydrogène comme carburant à la place du kérosène qu'on avait actuellement, et donc là, on l'injecte directement dans un turboréacteur ou dans un turbopropulseur. La deuxième option, c'est d'avoir une sorte de pile à combustible. Dans ce cas-là, simplement, c'est un système qui va générer de l'électricité, et on a une propulsion qui se fera 100% électrique. En Suède, on a GKN Aerospace qui est en train de diriger 2 programmes. Le premier, il s'appelle H2Jet. L'objectif, c'est de développer 3 sous-systèmes moteurs qui sont importants évidemment pour la propulsion à hydrogène. Un budget de 2 millions de livres sterling sur 2 ans. Et ensuite, on a un deuxième projet qui s'appelle H2Gear, dont le système de propulsion à hydrogène liquide pour les avions sous-régionaux. Le premier, on est plutôt sur les avions moyens courriers européens jusqu'en 2035. Le deuxième, des systèmes qui peuvent arriver un petit peu plus vite, puisque les piles à combustible commencent déjà à être développées pour une utilisation très rapide. Propulsion électrique, on choisit, soit on met des batteries, soit on met de l'hydrogène, donc là, c'est des systèmes très avancés qui vont aller très très vite. On reste dans le civil et on passe dans l'aviation d'affaires la plus classe, la plus belle, le Cessna Citation Longitude qui est enfin certifié par l'EASA, c'est-à-dire que les livraisons vont bientôt pouvoir commencer. Ces appareils de Textron Aviation, le jet d'affaires de la catégorie des super moyens, c'est le plus grand biréacteur de la gamme. Son coût d'exploitation du coup, vu qu'il n'a que 2 réacteurs, est beaucoup plus faible que les concurrents. C'est le plus silencieux, en tout cas c'est ce qu'ils disent. Ils se vantent également d'avoir l'avion le mieux connecté, c'est-à-dire que vous pourrez continuer à regarder cette vidéo dans votre Cessna Citation privée, alors vous serez en train de traverser l'Atlantique. Une hauteur sous plafond de 1,80 m, c'est-à-dire que bon, faut un petit peu se pencher la tête, mais quand même dans cette catégorie d'appareils, c'est quand même très grand. Il y a une sensation cabine à 1800 mètres en termes de respiration. Il est capable de faire 6500 km, c'est-à-dire New York vers l'Europe, et puis 12 passagers à bord, avec un espace qui serait 10 à 11% supérieur à tout ce qu'on a jusqu'à maintenant sur les équivalents. Donc a priori, c'est quand même un appareil qui va être assez sympa. Les livraisons vont pouvoir commencer. Un tout petit mot sur Air France qui a réussi à faire un truc vraiment très bien et très innovant au niveau international, sur la simplicité pour passer les frontières. Vous savez que tout, c'est pas sanitaire, c'est très compliqué. Ils proposent qu'on envoie ça à l'avance, ça s'appelle Ready to Fly.
Et en fait, Air France va simplement vérifier tous les documents bien en avance, comme ça on a une carte d'embarquement avec la mention Ready to Fly. C'est un gain de temps à l'aéroport, ça simplifie tout. Le système va être déployé à partir du 17 juillet vers la Corse et les Outre-mer. Progressivement, ça va certainement être étendu à d'autres destinations, et les autres compagnies aériennes vont certainement faire la même chose, puisqu'évidemment, moins on perd de temps en paperasse à l'aéroport, plus on est content, donc ça améliore l'expérience voyageur, et on sera tous plus heureux ainsi. Dernière news sur les drones tactiques au profit des criminels qui se banalisent. Il y en a de plus en plus, notamment on a vu une opération combinée des forces françaises et espagnoles de police qui, dans le cadre du démantèlement d'un réseau de trafic de drogue entre la France et le Maroc, ont saisi un drone à décollage vertical et à voilure fixe d'une largeur quand même de 4,5 mètres, ainsi que sa station de pilotage. C'est pas réellement une nouveauté, mais jusqu'à maintenant, on avait des drones de toute petite taille qui étaient utilisés par tout le monde, par l'État islamique, par plein de gens, qui utilisaient des petits systèmes très simples. Ils faisaient de l'observation, ils surveillaient la police, ils surveillaient les postes, ils surveillaient leurs ennemis, mais là, on est vraiment sur un drone d'une toute autre catégorie, c'est du drone tactique, qui peut voler plusieurs heures avec des dizaines de kilos de charge utile. En l'occurrence, celui qui a été présenté par la police, c'est un Sky High qui est commercialisé en ligne par le site chinois AliExpress pour seulement 9 à 17 000 € selon les options. Il vole à 130 km/h en vitesse de croisière, il est capable d'emporter jusqu'à 25 kg de marchandises, et il peut voler pendant 7 heures. Il a une navigation totalement autonome grâce à des points de passage GPS qui sont préprogrammés, donc on est vraiment sur un système ultra simple. Il est essentiellement réalisé en fibre de carbone, c'est-à-dire qu'il ne se détecte pas avec des radars classiques, et ces 4 hélices que vous voyez sur les côtés sont en fait utilisées pour pouvoir décoller et atterrir à la verticale dans un espace réduit, c'est-à-dire qu'il peut quand même être particulièrement discret face aux dispositifs de détection habituels. Alors il y a d'autres drones décollage vertical qui existent et qui sont un petit peu moins ambitieux, que vous pouvez trouver sur AliExpress, par exemple le Eagle Hero avec sa charge utile de 8 kg qui va à 86 km/h, qui peut voler pour 2 heures, qui a l'avantage d'être intégralement démontable, il tient dans une valise. Et le Mujin, c'est à peu près la même chose, mais il se démonte pas, il coûte 3 000 €. Le Fly Dragon Baby Shark, il dispose même d'une station de contrôle à 6 000 €. Jusqu'à maintenant, on était quand même davantage sur des sortes de multicoptères, comme par exemple les G qui étaient utilisés aux États-Unis par des gangs pour pouvoir surveiller la police. En Jamaïque également, les différents groupes rivaux qui se surveillaient. On avait en France déjà observé des systèmes avec des surveillances, ils surveillaient pour avoir de la livraison de drogue, pour vérifier qu'il n'y avait pas la police qui arrivait autour, donc ça se banalisait un petit peu. Là on est quand même sur un système qui est beaucoup plus lourd, et le dispositif est d'autant plus inquiétant qu'aujourd'hui c'était utilisé pour de la livraison de drogue, mais ces systèmes qui sont facilement accessibles, qu'on peut acheter en ligne et se faire livrer chez soi à domicile, on a surtout la crainte que ça devienne des bombes improvisées. 25 kg de capacité en termes d'explosifs, c'est monstrueux. Souvenez-vous en 2011 des attentats de l'aéroport de Moscou qui avaient fait 35 morts et 180 blessés, c'était simplement 7 kg de TNT. Là on parle réellement de 25 kg de TNT, et on parle même pas de l'épandage, même si l'épandage a des côtés positifs sur les drones, notamment pour la lutte contre les moustiques, j'avais été en Afrique au Sénégal voir ça, et bien vous avez également la possibilité de faire du NBC, donc on espère que ça va pas être détourné tout de suite. Les systèmes, quand même il faut le dire, les systèmes de lutte anti-drone commencent à vraiment être opérationnels, à se déployer. Par contre il n'y en a pas partout, c'est principalement autour des aéroports, et ça commence à fonctionner pour les militaires, mais on est quand même très très restreint, donc là c'est réellement une nouvelle faiblesse qui apparaît aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a pas totalement déprimé. Passez un bon été, lisez Air et Cosmos parce que l'article est vachement sympa sur l'hypersonique hybride qui commence à basse vitesse puis qui accélère ensuite. N'hésitez pas si vous avez des questions, merci à tous, et puis passez un bon été, je pense qu'on fera pas d'autres vidéos, sauf s'il y a une news de ouf, on sait jamais, mais je vous souhaite un bon mois d'août, à bientôt.